your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Gauthier, est-ce que... Alors, je voulais te demander déjà de te présenter, enfin de parler un peu de ton parcours et de notamment de ton livre. Comment est-ce que tu en étais arrivé à l'écrire, en fait, les besoins que tu as eus par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si en première Yeah, piste, ça peut être... carrément. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vais me présenter rapidement, Gauthier et Loco. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps d'échange, de discussion, en espérant que ça soit interactif le plus possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les pousser Mhm. dans le chat. Nous, on a déjà discuté un peu avec Paul sur qu'est-ce qu'on pourrait creuser. Si vous avez des axes qui vous viennent en tête, vous les poussez, on les explore. Repartez de ce temps d'échange avec le moins de questions possible, c'est l'objectif qu'on se donne. Et puis je vais je vais passer du temps sur le temps que je préfère, celui où je parle de moi. Prendre 2 minutes très rapidement. Écoutez, moi je m'appelle Gauthier et Loco, et je fais de la facilitation. Donc en fait, mon travail, en fait, c'est quoi la facilitation? Vous en parlez un tout petit peu. La facilitation, en fait, un consultant, il pourrait vous dire, il pourrait aller voir Nestlé et leur dire, bonjour, voilà, c'est ça qu'il faut faire, donc poser des recommandations. Moi, quand je vais au contact de ce type d'organisation, qu'elle soit publique ou privée, mon travail, en fait, ça consiste à leur dire, mais a priori, vous n'êtes pas trop bête pour occuper la place que vous avez à l'heure actuelle. Donc, par contre, moi, je vais vous aider à trouver des pistes de solutions. Pour me présenter, moi, je suis un passionné de deux matières premières. La première matière première, on va en parler pas mal aujourd'hui, c'est les Mhm. idées. Et la deuxième matière première sur laquelle moi je prends mon pied, qui pour moi est super intéressante, en fait, c'est les gens, en fait, c'est les personnes. Et mon métier, et ce qui me passionne depuis que je suis tout gamin, c'est de se dire, en fait, il se passe quoi dans cette zone quand ça se croise, quand les deux se mélangent? Et donc, ça parle autant de notions d'entrepreneuriat. Donc c'est autant sur le entreprendre, c'est résoudre des problèmes, c'est créer de la dynamique, en fait, aussi chez les gens. Et ça m'a tout le temps intéressé, en fait. Et je m'y retrouve pas mal, en fait, dans ce métier-ci. C'est ce que je fais au quotidien. C'est aider des personnes à avoir des idées de manière un peu plus claire, à venir résoudre des problématiques de manière parfois plus rapide, et surtout être certain que les personnes vont trouver ça d'elles-mêmes. Ouais, vas-y Paul, dis-moi. Ouais, j'allais te demander, c'est la notion qu'ils le trouvent par eux-mêmes, que les personnes trouvent aussi les idées par elles-mêmes, c'est quelque chose qui, justement, je pense, est central, quoi. Enfin, j'imagine pour développer des méthodes ou trouver des chemins un peu particuliers pour aller explorer ça, j'imagine. Ouais, en fait, ça part aussi d'un constat. Alors, on a 1 heure ensemble, donc vous aurez droit à un peu de franc-parler. J'ai un Mhm. constat un peu cash sur le fait que les organisations, publiques ou privées, peu importe, ont, sur les 20-30 dernières années, été assez infantilisantes. Mhm. Sur le fait que beaucoup de personnes, en fait, ont fait des grandes écoles, ont bien bossé, on a le tampon sur le CV, c'est cool, on rentre à des postes importants, on monte en responsabilité. Mais on perd aussi la matière première de ce que l'on est à même de produire. Et vous avez des gens brillants dans certaines institutions qui littéralement aujourd'hui ne font plus que de la coordination de sous-traitants et Mhm. donc de consultants et donc en fait de personnes qui vont produire à leur place. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'être déjà en capacité de produire soit sa stratégie si on est un dirigeant et pas forcément d'aller voir McKinsey ou BCG, Mhm. soit de construire sa propre feuille de route avec ses propres équipes. Si on est directeur ou si on est un chef de projet en système d'information ou en marketing ou peu importe. Mhm. Et donc en fait, c'est ça qui est hyper important. Et donc, moi, mon métier, je l'aime bien par rapport à ça, par rapport à cet aspect-ci. On a tout fait pivoter en ligne depuis 1 an, mais ça continue à fonctionner parce que tout secteur, moi, que ce soit dans le divertissement, l'aéronautique, le luxe,
des ministères, ça fonctionne. On parle plutôt de techniques d'approche sur les résolutions de problèmes, parce que les deux matières premières que vous avez ici, les idées et les gens, en fait, on les retrouve partout. Mhm. Et c'est des matières qui sont essentielles. Ouais, donc tu as vraiment une diversité de personnes qui te contactent. Par exemple, aussi bien, j'imagine, ouais, enfin, tu disais l'aéronautique, par exemple, ils te contactent parce qu'ils ont un problème particulier et que ils ont besoin de convoquer, de faire du collectif, en fait, pour résoudre ces problèmes. Ouais, tout à fait. Bah, t'as le manager, hein, ou un chef de projet qui arrive et qui se dit bon, bah, qu'est-ce qui se passe? En gros, j'ai. Bon, si on reste, hein, dans l'aéronautique, en gros, le problème pour eux, parfois, c'est des boîtes noires. Ouais. Se dire, ok, il peut se poser une question de comment je fais pour le résoudre, mais qui est-ce que je mets autour de la table? Qu'est-ce que je vais en sortir? Comment est-ce que ça fonctionne? Et comment est-ce que finalement je peux réussir à faire émerger des solutions ou des pistes de solutions? Aujourd'hui, hein, les boîtes, elles vont se dire, tiens, je me suis siloté. Donc en fait, les départements travaillent donc dans des verticales. Mhm. Et du coup, le vrai problème, c'est que les 20 dernières années, ça fonctionnait plutôt bien il y a 30 ans. Mais sur les 20 dernières années, en fait, on nous a dit: «Non, non, il faut des approches, projets». Alors je dis 20, parfois c'est plutôt 10 en fonction des secteurs. Et en fait, l'approche projet, elle te dit, que ton problème, en fait, c'est un puzzle. Et si on se dit que c'est un puzzle de 100 pièces, ben, peut-être que lui, il a que 70 pièces en sa possession. Et par contre, les 30 autres pièces, donc peut-être que les 70, elles sont là, mais peut-être qu'il y en a 10 ici, 10 ici, 5 là, et il y en a 5 qui sont dans un autre service. Mhm. Et ben, tu bien mignon et t'es bien gentil de vouloir résoudre une problématique, ou de vouloir, faire un puzzle si tu n'as qu'une partie des pièces avec toi. Et le problème, c'est que quand les gens avancent en vertical avec un puzzle à 70 pièces et que tu dois faire marche arrière pour réembarquer les 10 pièces d'avant, tu as un mot que les entreprises kiffent, qui est le mot, ah ouais, le change, la conduite du changement. Mhm. Parce que quand les gens ne se sentent pas embarqués dans un problème, si la solution ne vient pas d'eux, ils sont forcément en train de rediscuter tout ce qui a été proposé ou sorti. Ouais. Donc aujourd'hui, ben, les approches collaboratives, la facilitation, le fait de faire en sorte que les gens résolvent les problèmes par eux-mêmes, Mhm. ça permet de gagner tout ce temps-là. Mhm. Ok. Et la créativité, c'est un des leviers qu'on va retrouver au niveau de la facilitation, euh, Mhm. dans tout du moins bah, la définition que je peux en faire de mon côté, qui est assez individuelle pour le coup. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ça que tu expliques aussi dans ton livre par rapport à ce biais qu'est la créativité. Donc vraiment, l'image, moi, qui m'a marqué, c'est de considérer effectivement que tous les individus en sont dotés, un peu comme la mémoire, et qu'après, effectivement, tel qu'un muscle, plus on l'exerce, finalement, plus on s'entraîne, plus on va être en capacité de retrouver ce biais et de pouvoir s'en servir, aussi bien dans des projets perso qu'en entreprise, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, bah, tout à fait. Ben, quand on parle de la créativité, typiquement, on est là-dessus, hein. On se dit, ça se muscle en fait. Mm. C'est-à-dire et c'est hyper important, hein, de l'intégrer là-dessus. C'est-à-dire on se muscle. En quoi est-ce que c'est intéressant, hein? C'est de se dire, on a plein de clichés, hein. C'est un élément que je m'étais mis en petite note avant de venir, hein, là-dessus. Mais en fait, il y a énormément de clichés, autour de la créativité. En soi, ce qui se passe quand on parle de créativité, on se retrouve en fait à avoir, généralement le fait de se dire, bah, que c'est que pour les artistes. Mhm. On va se dire, que c'est inné. Oui. En fait, tous ces clichés-là, en fait, ils vont à l'encontre du fait que c'est une composante, en fait, de l'intelligence. C'est comparable à la mémoire. Oui. Et donc en fait, on ne peut pas être sur un système binaire, 0 ou 1, de je suis créatif, je suis pas créatif. Mm. On ne peut que dire, bah, que
la jauge est faible ou la jauge est hyper importante Mhm. chez quelqu'un. Et donc, il y a une logique d'exercice, de mise en route et aussi de perception de la créativité, qui aujourd'hui, en fait, est de plus en plus essentielle. C'est-à-dire que la problématique qu'on rencontre, elle est que on ne comprend pas forcément quelles sont les bases de la créativité, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Mhm. ça se fait. Et on a tout un univers sémantique qui est ultra biaisé, hein. Le créatif en boîte de pub, si on lit 99 francs de Bec BD, c'est quelqu'un qui prend forcément de la cocaïne et dont les idées arrivent forcément à 3 heures du matin, Oui, ouais. jamais la journée. Ça. Et en soi, si les idées ne venaient que comme ça serait un peu problématique en termes d'horaire et en termes de public. Donc, tant mieux que ça soit pas une vérité. Maintenant, en fait, le souci, c'est que l'image, elle est tellement ancrée Ouais. dans le crâne des gens. D'ailleurs, vous pouvez pas. C'est hyper compliqué. Bon, moi, je viens de Bretagne, grands-parents paysans, ça aurait été hyper compliqué de leur expliquer l'aspect créatif qu'ils ont dans leur métier, dans leur quotidien. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne se serait pas permis parce que c'est fantaisiste, ça Ouais. fait original, et en fait, bah, ça pose pas mal de problèmes pour communiquer la créativité. Mhm. Bah, quand tu me dis ça, moi, ça me fait penser. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent en ce moment Top Chef, mais il y a beaucoup ce mot qui revient à toutes les phrases, un peu à toutes les sauces, pour rester dans le domaine de la cuisine. Et souvent, c'est ça, il y a un truc, si tu veux, entre le mot original et le mot créativité qui va forcément se mélanger. Sachant qu'en plus, la cuisine, hein, c'est souvent un exemple que tu utilises pour parler des idées. Enfin, en tout cas, parce qu'on retrouve un peu cette logique de comment je fais pour faire un gâteau rond si j'ai pas de moule rond, en fait. Donc là, on va commencer à chercher des solutions euh, plus ou moins originales, mais en tout cas des solutions. Et, euh, et ouais, donc c'est un peu ce que tu expliques avec l'exemple de la cuisine, mais en tout cas, moi, ce que je constate aussi par rapport à ça, c'est que comment est-ce que tu fais, toi, du coup, pour réinjecter euh, quand les personnes qui sont autour de toi pensent que la créativité, voilà, c'est quelque chose d'original, comment est-ce que tu fais pour venir casser un peu cette image-là? Euh, pour venir casser ça, j'amène deux éléments. Je vais les amener sur les aspects graphiques ici. Ouais. Euh, je remets la créativité à sa juste place, à savoir que c'est celle du problem solving. C'est quoi le problem solving? C'est le fait de proposer une solution. Enfin, c'est proposer une ou des solutions donc, dans un contexte donné, en fait. Mhm. Et généralement, les gens disent la créativité, c'est proposer une nouvelle solution à un contexte donné. En fait, plus on veut mettre du nouveau, plus on veut dire, plus en fait on va se biaiser. C'est-à-dire que l'aspect du nouveau, c'est une énorme connerie. Alors, je suis pas tendre avec mes pairs. Désolé si les prochains intervenants vont dans d'autres aspects. Le nouveau, c'est une vraie, vraie, vraie grosse connerie. Euh, pour- Pourquoi est-ce que c'est une connerie? Moi, je donne souvent cet exemple-ci. Vous en faites ce que vous voulez, mais généralement, ça parle aux gens. Vous mettez un petit pouce dans le chat si ça vous parle. Euh, Aujourd'hui, il y a des boîtes, enfin, depuis 10 ans, moi, avant, j'étais sur le monde du secteur en innovation, enfin, du conseil en inno. Euh, Mhm. il y a 7-8 ans, il y avait toutes les boîtes, en fait, il y avait les directions innovation qui se montaient. Avec des gens qui ne savaient pas ce que voulait dire le mot. Et donc, c'était assez rigolo. Et il y avait une injonction à innover. Mhm. Ah tiens, je te donne tant de budget, sors-moi des nouveaux produits ou des nouveaux process d'ici 2 ans ou 3 ans. En soi, bah, c'est intéressant, hein, c'est une mission qui est assez chouette, c'est stimulant. Si l'innovation ou l'aspect créatif ou une industrie ou l'amélioration continue vous fait kiffer, bah, c'est quand même assez génial. Le vrai gros souci, en fait, qu'on a par rapport à ça, c'est typiquement que bah, le nouveau, en fait, c'est subjectif. Mhm. De la même manière que l'original va être subjectif aussi. Mhm. Et donc, je fais souvent le parallèle en train de dire, ben, est-ce que l'un d'entre vous, donc là on est 17 à être connectés, est-ce qu'un des 17 d'entre vous voudrait euh,
me proposer une histoire qui va me faire rire? Est-ce que vous avez une histoire drôle qui va vraiment me faire éclater de rire? Oui, on se alors il y a Yann qui dit: «J'ose pas». En fait, c'est super bloquant. Ouais, alors j'ai pas vision sur le chat, mais en effet, il y a ce petit point technique. Ah ouais, si, je le vois, pardon, c'est bon. Ouais, tu pas, Yann, mais en fait, personne n'ose à partir du moment où le nouveau nous met trop de pression, où le drôle et l'humour, en fait, c'est ultra subjectif. Hein. C'est question de on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, peut-être. Là, il y a certaines blagues qui passeraient pas. Et c'est un peu pareil au niveau de l'aspect créatif. C'est-à-dire, si je me dis, bah, sortez-moi un truc nouveau, hyper créatif et hyper original, on va dire, putain, mais qu'est-ce que ça veut dire chez lui? Ouais. Et du coup, en fait, c'est un mauvais critère, ça rajoute de la pression cognitivement. Et donc, les gens se Mmh. mettent trop de pression à vouloir faire de l'original, alors qu'en fait, c'est un, c'est un critère. Et donc là, c'est le nouveau, en fait, c'est ce qui permet de différencier ce qui est une contrainte. Je vais y revenir après, hein, si ça vous intéresse, on peut creuser ça. C'est la différence entre une contrainte et un critère. Une contrainte, ça aide à chercher, et un critère, ça aide à trouver, à décider. C'est Mmh. deux moments qui sont différents. Il y a une Ouais, OK. question, petite main levée. Alors est-ce que Ouais. Clara, tu as une Clara, question? ouais, Oui, vas-y. du coup, moi, c'était juste par rapport justement à ce genre de questions, genre, trouvez-moi une histoire qui me fasse rire. Moi, j'ai l'impression qu'en plus de l'aspect qui pourrait y avoir, justement, comme vous disiez, de ce stress de devoir trouver quelque chose qui fasse spécifiquement rire, il y a surtout quelque chose par rapport au rire qui est de l'ordre de l'imprévu et de la surprise, qui fait que si quelqu'un demande à ce qu'on se le fasse rire, ça rajoute en plus de la difficulté de celle qui avait de base de oser, en fait. Ouais, tout à fait. Bah, merci pour ton point. Mais Merci Clara. ça accentue en effet la situation parce que tu as la pression des attentes. C'est ça. Mmh. Et en fait, bah, t'imagines hein, ce qui se passe dans les boîtes. Typiquement, c'est le directeur général, le directrice générale qui sort le allez-y, sortez-moi un truc original. Donc en fait, ça se vérifie Mmh. et, c'est abominable pour tout le monde. Et moi, un des points que je vois le plus en plus dans ce que je fais, c'est qu'il y a une énorme embrouille sur cet aspect de contrainte et critères. Et les gens imaginent que le nouveau, c'est une contrainte, mais va chercher quelque chose de nouveau en te disant: «OK, qu'est-ce qui est nouveau, et Mmh. pour qui et pourquoi et comment?» Ouais, Au-delà de dire: «Bah, on recherche et peut-être dans la quantité de ce qu'on va voir, on aura quelque chose de nouveau ou d'original». c'est ça. C'est un peu, finalement, le fait que ce soit nouveau, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, ou alors, une déduction, mais après, quoi, après coup. Ouais, je vous donne tout de suite le modèle, qui est dans le livre, mais c'est universel et c'est du Creative Commons et si ça sert plein de gens, je serais très content et c'est cool. Donc c'est assez basique. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, dans le cerveau. Hop. Vous me dites, hein, si, il y a des questions, des choses qui émergent. Hop. En gros, c'est le modèle SWAF. Donc ça, Paul, on a déjà bien parlé. Ici, c'est de se dire, synthétise et ça va vous parler aussi avec les aspects, d'hygiène et de charge mentale. Ensuite, donc synthétiser, ici, j'ai un point, hop, qui est ici. C'est-à-dire que le cerveau, il est capable de répondre à une question dans le processus créatif que si elle est claire. Mmh. Comment faire, que faire à manger? Je vais partir sur un truc encore plus basique. Hem, Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Alors que j'ai des invités à venir à la maison. Pas plus de 6, hein, on s'entend bien. Voilà, dans le contexte. Typiquement, bah, il y a des premières solutions qui émergent. A, des pâtes. B, des pizzas. C, on va se faire une grande salade parce qu'on a mangé beaucoup trop de pizza cette semaine. D, des croque-monsieur. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Typiquement, le cerveau, il se met un peu en retrait. Donc là, on va parler le O, ça correspond à de l'ouverture et le F derrière, c'est ce qu'on va appeler investiguer. Ça, ce passage-là, il est souvent mis de côté.
dans la littérature. Ici, c'est de se dire, je me prends du recul. Donc en Mm. gros, je mets un peu de distance avec mes idées. Et à un moment, c'est de se dire, ok, j'ai invité Paul. Paul, en fait, peut-être qu'il est végétarien, admettons. Dire, ah Bien non, vu. bien vu. Toi, je mets du recul. Je mets du recul, je vais peut-être me dire, ah, quel est mon budget? En fait, je commence à distinguer, à mettre un peu de recul par rapport à mes idées pour ici, dans cette transition-ci, amener des critères et dire, ah, mais en fait, le budget, c'est un vrai critère. Du coup, ça va m'aider à décider. Et puis, on a un végétarien et j'ai un plus petit budget. On va faire une salade toute simple. Et donc, en point de synthèse, je n'ai qu'une solution unique. Et donc, je referme. Mm. Et donc, tout problème, un chercheur chez EDF qui fait de la recherche sur le nucléaire, vous, quand vous essayez de vous habiller le matin, quand vous décidez du restaurant auquel vous allez, dans 5 ans, inviter votre famille, potentiellement, mais en fait, vous êtes en train de faire le même processus. Et lorsqu'on parle de charge mentale, parce que c'est un sujet qui était d'actualité il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui le sera toujours désormais, la charge mentale, c'est une accumulation de problem solving, en fait, qu'on retrouve. Mm. Et l'aspect créatif original, il viendra forcément d'une logique ici d'appui, avoir des leviers pour avoir une ouverture qui est un peu plus grande. C'est-à-dire que si vous imaginez que ça, là, l'ouverture, l'angle que j'avais ici, attendez, je vais changer de couleur parce que là on va perdre en clarté. Hop. Si on se dit que l'angle que j'avais là, il est un peu aigu, c'est de se Mhm. dire je vais avoir des leviers pour avoir une ouverture qui va être plus large. Et donc ici, lorsque j'augmente ça, j'augmente potentiellement la diversité de mes réponses ou de mes solutions. Et dans la diversité, on va forcément, c'est une règle de la nature, trouver en fait des choses qui ne sont pas communes. On va trouver du nouveau. On va trouver aussi après derrière des combinaisons. Et on va aussi trouver de la valeur. C'est juste une question d'exploration à l'ouverture qui amplifie le phénomène de nouveau. Et après, encore faut-il que le nouveau soit un critère qui va nous permettre de refermer. Mm. Aujourd'hui, le critère principal des boîtes en temps de Covid, c'est Monsieur les locaux, dites-moi quel est le prix dites-moi comment on va réussir à choisir. Je dis, dans le contexte de Covid, quelles sont vos préoccupations premières? Et on arrive très rapidement. Oups, pardon, je vais essayer de pas aller sur mes projets clients. Je vais retrouver la bonne image, excusez-moi. Je me suis bien envoyé ici, c'est bon. On va se retrouver en fait à avoir des critères qui sont avant tout financiers. Mm. Ouais, finalement. Ok. Et d'ailleurs, c'est des critères aussi que tu décris dans ton livre, notamment en parlant de tueurs d'idées, hein, vraiment, le fait d'avoir des enjeux trop élevés, pour revenir aussi à ce que tu disais en termes de mettre l'originalité en tant que critère ou en tant que contrainte. Et, Ouais. euh, et en fait, ça, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver. Je sais qu'il y a des gens dans les personnes qui sont là, qui sont artistes, Mhm. mais ça peut être aussi d'un point de vue très personnel, en fait, pour un projet perso. Ouais, en fait, un monde sans créativité, c'est un monde relativement chiant, on va quand même se le dire. Ce qui est assez rigolo, hein, c'est que on en est encore qu'au début, c'est-à-dire que sur les discussions qu'on a pu avoir, la documentation du fonctionnement de la créativité, il est encore hyper naïf. Hmm. Que ce soit mon livre, ceux de pas mal de personnes, tu as pas mal de chercheurs qui commencent à creuser là-dessus, parce qu'on avance sur les aspects neurosciences. Oui. Mais les découvertes qu'on retrouve au niveau de la science, qui est de se dire, ah tiens, il y a un réseau de neurones au niveau du ventre, tiens, il y a un réseau de neurones au niveau du cœur. À chaque fois qu'il y a une découverte sur des sciences qui sont systémiques, Mhm. alors, on découvre en fait des nouvelles potentialités sur le comportement créatif. Ouais. Il y a des gens, ils sont pas capables de vous expliquer comment les idées viennent. Et en fait, c'est assez rigolo. Et, Hmm. et on se rend compte que ça se modélise, et c'est une question de gymnastique. De la même manière qu'il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, sont plus à l'aise sur de la course à pied que pour de la natation. C'est parce Hmm. que la musculature, la physiologie,
différents éléments qu'on a travaillés de manière consciente ou parfois inconsciente tout au long de notre existence, font qu'on est plus apte à accueillir une compétence ou à la développer que d'autres. On ne parlera pas forcément dîner sur la créativité, c'est juste que ça se travaille. L'environnement extérieur a énormément d'impact. C'est-à-dire que si votre environnement familial ou la culture dans laquelle vous avez grandi laisse peu de place au fait d'exprimer des idées, on a forcément en fait des choses à retravailler. Il y a une forme de rééducation. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, ouais, vraiment, le fait d'éducation et aussi par rapport, voilà, aux pensées divergentes, convergentes. Enfin, j'avais lu quelquefois, voilà, qu'on était très dans la convergence, très souvent, et Ouais. au final, beaucoup dans la sécurité, en fait, dans la sécurité de nos idées, de répéter les choses, de les analyser beaucoup, et, euh, et ce qui est contre-intuitif par rapport à la créativité, j'imagine, cette forme, ouais, de sécurité. Ouais, on s'était dit qu'on en parlerait de ce point-là sur la sécurité versus créativité. Euh, En fait, c'est le nouveau et instable de base, en fait. Mhm. Ce qui est le cerveau, c'est un super organe, hein, on va pas se dire le contraire. Vous êtes dans une école de commerce, vous êtes en études supérieures, on va se dire qu'il y a un truc qui tourne plutôt bien, ou dans des écoles d'art en parallèle ou autre. Ben, en fait, typiquement, c'est on pourrait se dire, ouais, ça tourne bien. En fait, ce qui se passe dans la façon dont le cerveau va aimer fonctionner, c'est créer en fait de la sécurité. On parle notamment aussi de ce qui peut se faire autour des heuristiques. Mhm. Les heuristiques, en fait, c'est la façon dont l'information, c'est les raccourcis en fait que votre cerveau fait. Ça vous sert et ça vous dessert. Sur la science créative, on va appeler ça de l'effet de fixation. Alors, pardon. Je vais d'abord vous faire ce petit schéma comme un atome. Si tous les matins, je devais me poser la question de comment je fais pour faire mes lacets, c'est l'enfer. Donc, à un moment, l'heuristique, il vous sert à avoir des raccourcis pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, pour gagner en confort. Imaginez à quoi ressemblerait le trafic routier si les gens devaient réapprendre à conduire tous les matins. Bon, l'enfer sur Terre, hein, on va se dire. Les routes, ça sert plus à rien. On se shoot tous dedans. Il y a des accidents en pagaille et du coup, le télétravail aurait déjà été imposé depuis le début. Et donc, typiquement, l'heuristique, ça permet d'engranger des mécanismes, des habitudes, et donc c'est confortable. Seulement, l'heuristique, ça marche aussi avec des mots. Dans le bouquin, je mets le mot Bretagne, donc j'ai le droit de taper sur ma région parce que j'en suis maire. Si je donne le mot Bretagne allez, pour ceux qui connaissent un peu la région, à 5 personnes sur 10, il y a au moins le mot pluie qui va arriver dans le top 3 quasiment à chaque fois. Mhm. Ce qui, entre nous, n'est valable surtout qu'à Brest, et beaucoup moins. On va quand même se le dire. S'il y a des Brestois dans la salle. Euh, et en fait, du coup, la problématique quand vous avez des heuristiques, c'est que ça va créer des effets de fixation. Les effets de fixation, c'est la façon dont votre cerveau projette une solution à une réponse donnée. C'est-à-dire que si vous imaginez un mariage, en fait, vous avez tout de suite imaginé que la fête aura lieu le soir, qu'il y aura forcément un DJ, si vous êtes dans l'idée, hein, et c'est là où nos environnements perso jouent aussi, si vous êtes plutôt dans une logique un peu plus traditionnelle, le repas sera servi à table, etc. En France, il y aura du vin, etc. Et en fait, tout de suite, il y a une image, il y a un imaginaire qui est nourri aussi, personnel, hein, qui est nourri par l'imaginaire collectif, qui vient créer des effets de fixation. Mhm. Des éléments qui s'associent forcément à une situation, et du coup, ça nous restreint. Mhm. J'ouvre pas la parenthèse que c'est le fonctionnement que ont les hommes et femmes politiques sur les discours. C'est-à-dire que si je vous donne, c'est le même fonctionnement que le tabou, mais en inversé. Si je vous donne les 3 mots principaux qui tournent autour du mot central, c'est bon, votre cerveau l'a déjà assimilé, j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de le prononcer. Ouais. Ce qui est effroyable,
quand on y pense, mais donc en fait, ce qui est ultra bloquant. Mmh. Et c'est un peu j'imagine la lutte, enfin à mon avis quand on est scientifique et qu'on est dans la recherche, l'effet de fixation c'est toujours un truc vers lequel il faut lutter en fait parce que, là j'ai souvent un exemple, je sais pas si tu connais l'effet, Mpemba, mais c'est un truc qui a été découvert, avec Je me un rappelle jeune plus. homme, Vas-y. avec sa bouteille de lait et en fait, l'eau tiède met moins de temps à se congeler que l'eau froide. Voilà. Ok. Et ça, c'est complètement contre-intuitif parce qu'on pense justement que l'eau, parce qu'elle est froide, mettrait moins de temps à se congeler. Et ça, je l'ai découvert dans une conférence d'Étienne Klein, qui parle beaucoup de cet effet de fixation et comme quoi il faut, en tout cas quand on est dans la recherche, se méfier, comme ça, toujours prendre du recul par rapport aux liens directs qu'on construit dans notre cerveau par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on pourrait déduire, quoi, de manière assez naïve. Alors Ouais, que derrière ça se cachent bien d'autres mécanismes, quoi. tout à fait. Ben, dans les effets de fixation, tu retrouves les préjugés, les clichés, Mmh. euh, les on-dit, hein. Oui. Et donc, ça joue pas mal hein, sur des aspects culturels aussi. Donc, c'est dommage. Mais en fait, c'est très difficile de s'en défaire. Ouais. Parce que le cerveau aime le confort. Mmh. Et toi, du coup, tu en parles un peu dans ton livre aussi, mais Ouais. ce que tu utilises souvent, ouais, pour t'en défaire, enfin, on a vu l'investigation qui permet un peu de prendre du recul. J'imagine que c'est un peu, c'est la réponse, non? Ou tu as Ouais. peut-être d'autres. Il y a l'investigation qui permet de le défaire. Euh, et il y a comment dire, attends, je vais réouvrir Ouais. une autre partie. Hop, je vais revenir là-dessus, sur le brouillon. À côté, je vais réouvrir un calque. Ce qui vous permet, hein, l'effet de fixation, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. Ouais, on va bien rigoler. Euh, je mets le mot Bretagne ici. Hop, il y a des mots qui viennent, pluie, etc. Tac, 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 Crêpes. tac. Crêpes, exactement. Donc il y a forcément la gastronomie. Hop, il y a la mer, il y a l'océan. Donc bref, il y a plein de mots qui viennent. Hop, forcément, vous allez avoir un pecno qui va vous sortir les bigoudens. Et puis hop, ça avance comme ça. Euh, et puis après, derrière, Mano, Nolwenn Leroy, n'en parlons pas. Ça arrivera forcément. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous démarrez sur un sujet, pour vous défaire en fait un des aspects d'heuristique, il faut le visualiser. C'est-à-dire que tant qu'il est dans votre tête, il est sur une logique quasi inconsciente. Mmh. Donc là, le petit truc et astuce, c'est je démarre sur un sujet. Je démarre sur un sujet et tiens, j'ai envie d'entreprendre, je m'appelle Gauthier et je voudrais entreprendre sur les eaux usées. On va dire, ok, pas forcément sexy. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que je vais avoir comme cliché, comme arborescence naturelle qui va arriver? Et donc, je la note petit à petit. Vous avez une représentation sous forme de mind mapping, hein. Les mind mapping, hein, en français, on appelle ça des cartes heuristiques. Donc, Mmh. c'est pour vous dire qu'on est typiquement là-dedans. Donc, je fais ma carte et je ponds tout ce qui me vient en tête par rapport à ce sujet-là. Et après, vous avez un élément qui peut être de se dire, tiens, ok, moi je travaille sur des codes couleurs derrière. Sur l'approche artistique, c'est intéressant d'avoir ça, qui est de se dire ce que l'on pense comme étant figé, et on va se dire, bah tiens, ça c'est figé, je pourrais pas y toucher. Mmh. Et là où on se dit, tiens, là j'ai peut-être des leviers d'action. Et je rajoute généralement une troisième couleur après, une fois que j'ai fait cette analyse, ici. Donc ici, c'est mon analyse à un moment. Je commence à me dire, tiens, les idées que je vais avoir. Idées ou questions, parce que ça marche dans les deux sens. C'est de se dire là où j'ai envie de jouer. Si je vous fais je continue, ouais, ça. Ouais, pour Je l'instant, fais ça. gaffe, je fais gaffe, par rapport au timing. Si, hop, je creuse un peu le truc.
Et si en fait je me retrouve à vous dire ici la musique, hop, ici on aurait très bien pu dire que ce qui était figé il y a 10 ans, il y a 15 ans, les gens vous auraient dit ce qui est figé, c'est le CD. Mm. Et du coup, à un moment, il y a un mec qui dit bon, moi je pourrais avoir des idées ici hein, sur les concerts. À un moment, il y en a un qui se dit non, mais ça, je vais aller attaquer ça. Et quand je vais attaquer le CD en disant non, mais ici, est-ce que je pourrais pas numériser? Mhm. Je vais aller chercher le MP3. Ouais. Et les innovations, elles interviennent lorsqu'on a envie de s'attaquer à des choses qui semblent figées pour les gens. Ok. Oui, ce qui peut être assez colossal comme façon de vouloir voir les choses, quoi, en fait. Ouais, Parce que, et en même temps assez ambitieux et en fonction de ce qui vous motive, euh, c'est là où tu as des trucs où tu as envie d'aller gratter quelque chose, quoi. mm. Et Et après, si vous réanalysez, pardon, je finis juste vas-y, je là-dessus. t'en prie. Si vous réanalysez en fait sur l'aspect de la musique, c'est à un moment, il y a quelqu'un qui dit les vinyles il y a 40 ans étaient revenus ici. Étaient à cette place-ci, puis ça a été les CD. Et aujourd'hui, si je mets le MP3 ou MP4, peu importe, je sais plus où est-ce qu'on est, dans quel format, il y a des gens qui vous disent ouais, mais en même temps, ça semble figé, mais moi je suis persuadé en fait que on peut améliorer le son. Le son, il est trop compressé. Et qu'est-ce qui est drôle là-dessus? Bah, c'est que la solution ici, bah, pour des fanatiques de musique, c'est le retour du vinyle. Mm. Et donc, dans les éléments qui sont figés, là je dérive un peu, hein, mais dans les éléments qui sont figés, vous avez forcément des problématiques. Moi, quand je viens en donner des interventions, des cours sur la notion d'innovation, hein, moi, que j'aime bien compléter avec un aspect créatif, c'est toute innovation amène forcément un nouveau problème. C'est juste une question de temps pour s'en rendre compte. Ouais. Toute innovation amène forcément une merde derrière. On ne sait juste pas laquelle. Mm. Et c'est ce que je voulais te demander aussi par rapport à ça, c'est que toi, du coup, quand t'interviens aussi à ce moment-là pour dire, en fait, c'est possible, on a le droit de s'attaquer, par exemple, au MP3, euh, pour remettre les choses en question. J'imagine que c'est une part assez importante aussi de faciliter, en fait, la- le fait de remettre en question, voilà, des choses qui sont fondamentales, qui sont admises, j'imagine. Ouais, ça c'est une question de cadrage. C'est-à-dire que t'imagines bien que les clients qui viennent me chercher, parfois, ils n'ont pas forcément envie qu'on remette tout en Oui, cause. c'est ça, ouais, bah ouais. Donc la question, en fait, lorsque tu réfléchis à 25 personnes versus réfléchir en entrepreneur qui veut tout hacker, Mhm. tu as une question sur le périmètre. Jusqu'où on se permet d'aller? Mhm. Et après, tu as une autre condition nécessaire, en fait, qui est le respect des étapes. Dans la créativité un peu gnangnan, gentille, mignonne, on va dire, on respecte ce que dit son petit camarade à gauche et à droite, on ne porte pas de jugement, etc. Mhm. Ok, quand on ouvre, oui, on élargit. Mais en fait, ce qui est hyper important, c'est juste l'aspect chronologique. C'est-à-dire qu'on investigue uniquement après avoir ouvert, mais on laisse un vrai temps d'ouverture. Mhm. Quitte à avoir des leviers, des inspirations extérieures, quitte à vraiment prendre le temps de faire différemment, en fait, Mhm. ou de laisser les idées émerger. Parce que Ouais. vous avez une des conditions nécessaires, hein, qui est celle du temps. Vous ne maîtrisez pas quand est-ce que les idées arrivent. Votre cerveau est une super machine, on en a déjà parlé, mais en fait qui a aussi un fonctionnement entre guillemets en bac. C'est-à-dire le matin, vous vous posez la question de qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Si vous vous la posez le matin, vous avez deux, trois idées qui vont arriver, mais si la question est vraiment importante pour vous, le cerveau continue à bosser en off derrière. Ouais. Et vous êtes en cours de design graphique, et là, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, et si je faisais des bolognaises en passant à tel endroit? En fait, c'est tout con, mais en fait, vous n'êtes pas en capacité de savoir pourquoi l'idée arrive à tel moment, à tel endroit.
Et donc, il y a un respect du temps. Et donc, une des conditions nécessaires, c'est le temps. Mais après, la condition physique, entre guillemets, c'est la capture de l'idée. Parce qu'on est souvent hyper confiant. On est trop confiant envers soi-même sur le fait d'être en capacité de se mémoriser, de garder en mémoire, en fait, une idée. Mm. Alors qu'en fait, ça s'oublie hyper rapidement. Donc, en fait, Oui. en termes d'hygiène perso, c'est hyper important d'avoir un système de capture. Ça peut être des carnets, ça peut être un fichier de notes sur votre téléphone, peu importe le logiciel ou l'application. Mais en fait, c'est absolument essentiel. Et vous avez le fait de lire, enfin de capturer, pardon, mais après, il faut relire. C'est-à-dire Mm. que on a tous des carnets de notes où on est très très fier de ce qu'on a noté dedans, mais on est putain plus du tout capable de se dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous invite à faire cet examen introspectif, d'aller lire des vieux carnets que vous avez laissés de côté, et de voir qu'en fait, vous avez potentiellement perdu du temps entre des idées que vous avez déjà eues il y a 5 ans, et que vous êtes en train de mettre en place maintenant, vous auriez pu les démarrer il y a 6 mois. C'est juste que, donc, aider et relire, en fait, c'est travailler l'esprit pour qu'il ne perde pas les idées. Ouais. Ouais, ok. Ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport aux heuristiques où tu conscientises les choses, quoi. Enfin, tu jongles un peu entre du conscient et de l'inconscient. Ouais, ouais. Bah, tu vois, on parle de charge mentale, donc la charge mentale, c'est un poids, Mm. c'est un volume de sujets. Et après, tu as la logique de bande passante, ce qui est la fluidité de ces sujets entre eux, quoi. Si Mm. tu imagines une autoroute, tu imagines que s'il y a plein de voitures, tu peux avoir un embouteillage. Et donc, bah, là, on va parler de charge mentale parce qu'il n'y a plus du tout de fluidité. Et après, tu as une question de bande passante, c'est-à-dire que si tu as trop de sujets, la circulation, elle est plus difficile. Mm. On a les deux phénomènes physiques qui se vérifient sur l'aspect Ouais. cognitif. Ouais, je vois, ouais. Et tu regardes, il y a 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, plein de gens se sont cramés le cerveau parce qu'il y a eu trop de questions à prendre en charge tout de suite au moment du premier confinement. Mm. Comment je vais faire pour garder les enfants? Comment est-ce qu'on va bosser? Quels objets est-ce que j'emporte? Qu'est-ce qu'on va se faire à manger ce midi? En fait, le yo-yo cognitif, quand on est là-dessus, fait qu'on est en incapacité de proposer des solutions basiques à une solution. Ouais, ok. Et plus vous avez ce goulet d'étranglement, en fait, plus vous allez sur des phénomènes physiques et pathologiques type burn-out, en fait. Mm. Ouais, ok. C'était pour le point santé, voilà. Alors, t'avais un dernier point dont je me souviens plus le dernier point, tu sais, qu'on s'était dit. C'était dit, c'était les outils, les petits trucs et Oui, astuces. voilà, ouais. Carrément, dans le sens où, effectivement, est-ce que t'as des histoires particulières? Est-ce que tu as des anecdotes ou des outils que tu aimes bien utiliser et dont tu as remarqué une efficacité étrange ou calculée, quoi, par rapport à des expériences que tu as eues? Ouais. Je vais vous parler de 2 trucs. Il y en a un qui est méga basique et que vous pouvez appliquer rapidement. Ça marche très bien à l'échelle individuelle aussi. Un truc que je fais du brainstorming de questions. Alors, le mot brainstorming n'est pas bon, hein, donc on va parler avec des mots, des vrais mots, Ouais. et pas des mots tendance. Je fais de l'émergence de questions. Au lieu de se dire qu'on fait de l'émergence de solutions, quand je cadre un projet avec des clients ou peu importe, euh, ce que je fais, c'est je leur demande, vous allez me dire par rapport à la situation donnée. Bon, là, allez, on a parlé d'aéronautique tout à l'heure. On travaille sur le tableau de bord chez Airbus. Mhm. Ben, je vais leur dire, bah, vous allez me noter tous les comment faire pour qui vous viennent en tête, ce que j'appelle les CFP. Mhm. Et je leur dis, vous allez me noter toutes les questions qui émergent. Et en fait, c'est intéressant parce que sur un périmètre donné, donc une équipe de 4-5 personnes peut très rapidement voir que on a 15-20 problèmes différents. Et du coup, je leur dis, ben merci. Du coup, quels seraient les 3 que vous choisiriez simplement expliquez-moi pourquoi.
Donc, je leur demande de mettre un peu de distance, de relire ce qui se passe dans leur contexte, de le reformuler. Donc, on investigue. Et je leur dis, bon, ok, quels sont ceux qui sont importants? Dites-moi pourquoi. Et donc, on fait émerger des critères. Et à la fin, je leur demande d'en choisir 3 juste collectivement. Mhm. Et donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans la créativité, la redéfinition d'un problème ou la précision qu'on va amener à un problème, c'est une partie hyper importante. Ouais. Et je leur fais faire le processus SWOT, mais non pas pour trouver des solutions, mais pour se mettre d'accord sur la problématique qu'ils veulent trouver. Mhm. Et c'est super précieux. C'est-à-dire, avant de chercher une solution, on doit d'abord être d'accord sur la question Sur qu'on le se pose. problème. Mhm. Et c'est un grand principe de design, mais quand on parle de créativité, on est souvent aspiré par l'intention de trouver une solution. Alors que c'est tout aussi Oui. intéressant de revenir cadrer le problème. Mhm. Le cerveau adore penser solution. Et en fait, donc, il veut voir loin tout de suite de qu'est-ce qu'il peut faire, alors qu'il y a un moment, il faut le freiner pour être certain qu'on est en train de prendre le bon chemin. Mhm. Ok. Et un autre truc sur lequel moi je me suis bien marré, c'est quand j'ai démarré dans le métier, je l'utilise moins, littéralement en ce moment. Je faisais des mind maps collectifs et en silence. Donc en fait, les gens n'avaient pas le droit de se parler. Et j'avais couplé ça avec un jeu. J'avais créé une sorte de Uno. Et donc, ben, c'est à mon tour de. Donc, là, je vois 3 prénoms. Je suis avec Paul, Ségolène. Et donc, bah, Paul va compléter le mind map, il va dessiner quelque chose. Ensuite, moi, je vais compléter avec un mot et je tire une carte qui fait qu'on inverse le Ouais. jeu. Et du coup, au lieu que ce soit Ségolène qui, dans sa tête, avait déjà projeté ce qu'elle allait faire, c'est à Paul de le faire. Mhm. Et les gens n'ont pas le droit de parler. Et ce qui se passe, c'est que au bout de 3 minutes, les gens comprennent le jeu. Et il y a un degré de concentration et d'écoute hyper puissante sur une écoute de ce que les autres écrivent. Mhm. Et derrière, les gens débriefent ensemble sur le sujet de la compréhension qu'ils ont du sujet central. Et donc ça, en temps de cadrage, moi, je m'éclate pas mal à le faire. Et surtout, en fait, il y a déjà des idées qui émergent de manière assez forte. Mhm. Ok. Et après, vous avez le truc le plus simple, hein, c'est le ne pas. C'est-à-dire, c'est des principes sur du brainstorming inversé, mais c'est ce qu'on appelle cognitivement la logique de flexibilité, hein, de l'esprit. Comme lorsque Benabar vous dit qu'il veut pas aller à une soirée, on s'en fout, on n'ira pas, on n'a qu'à s'acheter des pizzas, etc. Il cherche une excuse. Et donc, quand on cherche une excuse, on cherche à éviter quelque chose qui nous est pénible. Mhm. Et donc, un des premiers mécanismes de l'humain, qui est plutôt un animal feignant, qui pourrait se laisser aller très rapidement, c'est d'éliminer ce qui est pénible, ou d'éviter ce qui est pénible. Donc, si vous listez ce qui est pénible, et que vous dites ben, comment on fait pour l'éviter, vous allez aussi trouver très rapidement des solutions. Mhm. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire des purges au niveau des gens qui sont casse-pieds. Je reste bien entendu poli, il y a beaucoup de synonymes d'un autre registre de langage qui permettrait de définir ces personnes-ci. Ok. Et donc, tu listes ce que tu veux pas, et du coup, tu te dis bah, comment faire pour éviter. Donc, j'insiste bien, la phrase magique, c'est comment faire pour éviter les réunions interminables. Et à partir de là, je vais proposer. Mhm. Comment faire pour éviter qu'il n'y ait pas d'agenda? Hop, et je vais proposer. Ok, ouais. Et qu'est-ce Bon, que je... on Ouais, arrive à. Ouais, il va rester 7 minutes là. ouais, si vous Euh, voulez prendre des questions, ouais, autres, des éléments dans le chat, levez la main, ouais, carrément. hyper à l'aise à fond. J'ai de quoi durer 4 heures de plus, donc en fait, poser les questions au lieu que je me lance, hein, ça sera plus rapide. Sinon, ouais, t'allais dire peut-être. Ouais, Un moi, autre. ce que je fais chez moi en perso, hein, c'est ce que je vous ai dit, les carnets. Mhm. Moi, j'ai un aspect carnet physique et une zone digitale. Et j'ai une relecture toutes les 2 semaines, en fait, qui est bloquée dans mon agenda. Vraiment un temps de relecture, quoi. C'est-à-dire un temps d'écriture et un temps de relecture Ouais, séparés. Ouais. l'écriture, je capte.
les idées qui me viennent. Les carnets ont tous un nom dessus s'il y a une thématique, parfois, si j'ai besoin de ranger de manière un peu plus précise. Sinon, je me laisse la possibilité de l'avoir en bordel, mais je me laisse aussi ce temps de relecture qui est plus puissant, qui est hyper important. Clara, tu as une question? Oui, je me demandais sur cette idée d'essayer de faire, comme tu disais, des brainstorming qui peuvent être inversés, qui peuvent être centrés sur les questions, ce genre de choses. Je me demandais si c'est quelque chose qui peut s'appliquer à soi-même aussi. Non pas quand on a une équipe qui doit trouver ensemble, mais quand on est tout seul et qu'on doit trouver quelque chose. Est-ce qu'on peut se faire des auto-brainstorming ou genre quelque chose comme ça? À fond, à fond, à fond. Ça demande de la discipline, en fait. C'est plus fatigant. C'est-à-dire que la fusion d'idées, elle est hyper intéressante. Le nombre magique, c'est 3 personnes. Après, moi, sur les contraintes, quand je fais bosser des groupes de 40 personnes en ligne, on fait des groupes de 5, parce que si on devait gérer 12 salles numériques, ce serait un bordel. Mais en solo, en fait, il y a des modèles que tu peux te réappliquer assez facilement. Celui de qu'est-ce que je souhaite éviter? Tiens, qu'est-ce que je souhaite éviter? Et ensuite, tu prends chacune des caractéristiques et tu regardes si je veux l'éviter, qu'est-ce qui peut me venir comme idée? Ça fonctionne. Le brainstorming en individuel, il te demande en fait à encore plus respecter les temps soif dont on parlait. Tu vois, je nous remets le schéma. Je nous remets le schéma en bien fatos. Hop. C'est-à-dire qu'au moment où tu poses ta question, il faut qu'elle soit hyper claire pour toi. Quand tu fais que de l'ouverture, tu ne fais que de l'ouverture, c'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, tu ne juges pas du tout toi-même ce que tu as posé. Et j'insiste, dans le jugement, il faut même pas se dire que ton idée elle est géniale ou même être content. C'est tu poses le truc et t'enchaînes et t'enchaînes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Tu as tout noté. Moi, mon conseil, il est de pas analyser tout de suite. C'est-à-dire tu refermes ton carnet, tu vas te faire un café pendant 10 minutes, tu penses à un autre truc et tu le réouvres. Parce qu'en fait, quand je pose 10 solutions spontanées, indirectement et intérieurement, je sais déjà laquelle me plaît le plus ou laquelle est la plus intéressante. Ouais. Et donc, en fait, il faut couper dans le temps. C'est-à-dire, ici, il faut rompre. Tu romps le temps ici, tout de suite, pour amener du recul. C'est-à-dire, le recul dans l'investigation, il n'est possible que si tu mets de la distance. Et la distance la plus simple, en fait, c'est pas la distance physique, là, c'est la distance du temps. Donc, tu te laisses 10 minutes, un quart d'heure de pause, tu te grilles une clope, tu écoutes de la musique, tu te fais un café, et ensuite tu reviens pour mieux réfléchir. Parce qu'en fait, le cerveau, il a envie de proposer et de refermer en même temps quand il sent que quelque chose a de la valeur. Mais moi je sais que dans ce genre de cas, en fait, je vais pas arrêter de réfléchir à ça. Peut-être qu'il faudrait genre que, je sais pas, je regarde un film ou je fasse quelque chose où j'ai pas le choix de pas réfléchir. Ouais, ben tu te mets un truc qui te captive, fais un sudoku, fais un truc, mais tu vois, un truc qui a rien à voir, Ouais. tu vas remplir des cases, quoi. Ouais. Ok. Et franchement, ça fonctionne hyper bien. Donc, si tu réussis pas à faire le vide, trouve un autre truc qui t'aspire et tu mets vraiment ta concentration que là-dessus, et ensuite tu reviens dessus, quoi. Ok. Sans plaisir. Merci. Merci Clara. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il reste 2 petites minutes, mais bon, moi je vais en profiter pour te remercier Gauthier. Ouais, plaisir. C'est génial. J'en profite pour dire aussi que dans ton livre, tu expliques toutes ces choses-là de manière encore plus détaillée, encore plus poussée, avec des exemples vraiment à chaque page. Moi, j'ai adoré certains passages et d'autres qui m'ont vraiment aidé à comprendre un peu comment ça fonctionnait vraiment, l'idéation, j'ai envie de dire. Et que, voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes aussi concerné par des logiques de création d'idées, de création de solutions, le livre de Gauthier est assez remarquable pour ça, je trouve. Voilà. Merci pour le feedback. Je gagne pas ma vie sur le livre, donc il n'y a pas de question d'autopromotion ou quoi que ce soit. Et, Non, ouais. non, mais c'est chouette de rappeler.
Et à terme, moi, le truc qui me motive, hein, c'est d'aller chercher de l'utilité sociale, hein. Ce bouquin, il a été écrit pour pouvoir servir. Je n'ai pas forcément parlé de mon parcours, parce que 2 minutes, ça suffisait. Avant, moi, j'avais créé une association pour aider les pratiques, l'échange de pratiques pédagogiques entre enseignants. Un des objectifs cachés du bouquin, c'est de faire un petit inception sur cette communauté-là. Donc, ça a été écrit pour avoir une utilité qui puisse servir aux freelances, aux facilitateurs, aux managers, comme en fait un prof. Oui. Et donc, moi, il y a une idée de vulgarisation là-dessus moi, qui était présente. Et en fait, je m'éclate sur l'utilité sociale que peut avoir le livre, en fait. C'est cool. Bon, top. Et puis, ouais, je disais, j'en parlais avec Paul tout à l'heure, j'ai un copain très chouette aussi qui sort un livre début mai. Donc, si le sujet vous intéresse, a priori, de ce que j'ai pu feuilleter, ça va être bien complémentaire. Donc, n'hésitez pas. Et ça s'appelle La baignoire d'Archimède. Et c'est Jules Zimmermann. Je vous le mets ici. Ok. De toute façon, je le mettrai aussi dans la description quand la vidéo sera republiée, et la présentation. Ouais, faites-le venir aussi en Asie, vous allez Bah bien. oui, carrément. Bah, c'est prévu. Tu m'as dit ça, je me suis dit tout de suite, bon, allez hop. Ouais. Donc c'est assez cool. On a Ouais. l'habitude de papoter sur ces outils, enfin sur ces sujets-là qui nous passionnent. Donc c'est un chouette délire, un chouette échange. En tout cas, merci pour l'invitation. Toujours sympa de papoter, d'échanger. Surtout sur ces sujets-là. Merci Gauthier, encore une fois. Plaisir. Merci. Ciao. Ciao. Bonne continuation à toutes et tous. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that